Notre invitée en plateau aujourd'hui, elle est liégeoise. Elle a d'ailleurs été conseillère communale dans la cité ardente avant de rentrer à la Chambre comme députée fédérale. Elle a aussi été dans le passé chargée de mission pour Inter-Environnement Wallonie et à un moment coprésidente de la coalition Climat. Depuis l'installation du gouvernement d'Alexander De Croo, elle est la secrétaire d'État en charge de l'égalité des chances, de la diversité et de l'égalité des genres. Nous accueillons Sarah Schlitz. Bonjour Sarah Schlitz, merci d'être avec nous. On va revenir à l'Ukraine, dont on parlait il y a un instant, dans quelques minutes, mais on va commencer par une actualité dans vos compétences au sein du gouvernement fédéral, c'est la lutte contre le racisme. Ça reste un enjeu important en 2022 ? Oui. La question du racisme, elle est prégnante aujourd'hui en 2022. Donc on a au niveau d'UNIA, qui recueille les signalements en matière de discrimination, plus d'un tiers des signalements déposés chez UNIA relèvent des critères raciaux. Donc ça, c'est un chiffre, donc c'est plus de 4000 signalements par an, et c'est en augmentation, plus de 10% par rapport à l'année précédente. On voit aussi un nouveau rapport qui est sorti hier, sur l'état de l'afrophobie dans notre société. On sait que les personnes afrodescendantes... Donc l'afrophobie, c'est le racisme vis-à-vis des personnes... Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Et donc on sait que ces personnes sont parmi les plus diplômées de notre société, et pourtant elles n'ont pas accès aux mêmes opportunités que les Belges dits d'origine belge. On voit qu'ils sont à seulement 60% d'emploi contre 75% pour les autres. Et ça, c'est une difficulté qui montre que en fait, la lutte contre le racisme, c'est aussi une question de justice sociale. C'est une question de donner les mêmes opportunités à toutes et tous, quelle que soit l'origine, quel que soit le nom. Et c'est pour ça que nous devons nous battre aujourd'hui. Alors vous avez lancé hier un appel à projet, il y a 500 000 euros de budget, ça va servir à quoi ? Mais donc, pour moi, il est indispensable en matière de lutte contre le racisme d'avoir à la fois des politiques ambitieuses, mais aussi une société civile qui est soutenue et qui est en bonne santé. Et donc aujourd'hui, on a la chance en Belgique d'avoir une société civile en matière d'antiracisme qui est très active, très diversifiée. Et donc moi, avec cet appel à projet, je veux les soutenir pour leur donner les moyens, les leviers pour pouvoir mener... Ça veut dire que c'est de l'argent qui va aller Exactement. Dans des ONG, des associations pour promouvoir un certain nombre d'actions. Très concrètement, c'est un budget de 500 000 euros. Donc c'est la première fois qu'il y a un budget aussi conséquent qui est débloqué au niveau fédéral pour soutenir des associations de terrain au niveau de tout le pays. Donc c'est du côté flamand, germanophone, francophone, pour soutenir des projets entre 20 000 et 75 000 euros. Donc c'est des associations, des ONG qui doivent vous rentrer un projet et si Exactement. Vous le trouvez pertinent, vous le subsidiez. Ouais. Alors, il y a une grille de critères objectifs qui est mise en place, évidemment. Ça, c'est la bonne gouvernance, c'est essentiel pour moi. Pour pouvoir soutenir en effet des projets de terrain. Les partenariats sont encouragés pour pouvoir travailler aussi au-delà de la frontière linguistique, pour développer des projets dans différents domaines en matière de lutte contre le racisme. Ouais, pour rendre vraiment la société belge tolérante et hermétique au racisme, il faudra plus que 500 000 euros. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Mais voilà, c'est des nouveaux budgets. Ça n'a jamais été débloqué auparavant. Et donc, comme je le disais, on avance. Et en parallèle, il faut évidemment des actions coordonnées à tous les niveaux de pouvoir pour lutter contre le racisme. Alors, vous avez fait référence à UNIA, donc c'est l'institut qui est en charge de la lutte contre le racisme au nom du gouvernement fédéral, institut indépendant, c'est l'ancien centre pour l'égalité des chances. Le gouvernement flamand a annoncé son intention de quitter UNIA pour le remplacer par un institut flamand des droits humains. Le débat est toujours en cours côté flamand, il y a des rapports qui ont été rendus qui n'étaient pas très positifs. Si le gouvernement flamand passe à l'acte, ce sera... un coup dur pour la lutte contre le racisme, ça voudra dire qu'on n'a plus la même définition ni du racisme, ni de ce qu'on doit faire pour le contrer des deux côtés de la frontière linguistique ? Pour moi, c'est une décision qui est tout à fait regrettable, mais c'est la décision de la Flandre. Donc, ils sont indépendants pour le faire. Moi, ce à quoi je suis attentive aujourd'hui avec cette décision, c'est que ça n'impacte pas les victimes de racisme, les victimes de discrimination. Parce qu'aujourd'hui, moi, la situation dans laquelle je ne voudrais pas me retrouver, c'est par exemple qu'une personne qui est victime de discrimination à Bruxelles ne sache pas, en fonction de si elle est flamande ou francophone, vers quelle institution se tourner. Donc ça, c'est la pire des catastrophes. C'est ce qui risque d'arriver ? Dans l'état actuel des choses, c'est en tout cas une grande crainte. Et donc moi, je vais veiller à ce que ça n'impacte pas les victimes de discrimination. Mais donc ça veut dire qu'on gardera UNIA pour la région bruxelloise et la région wallonne ? On va en parler, mais en tout cas, UNIA restera présent pour les Bruxellois et pour les Wallons, ça c'est certain. Alors, on va reparler de l'Ukraine justement, parce qu'il y a quand même un débat d'actualité qui touche au racisme sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ils ont ou ils n'ont pas le droit au revenu d'insertion, ces réfugiés ukrainiens qui arrivent sur le sol belge ? Donc ça, c'est une discussion qui est encore en cours. Qui se situe au niveau de ma collègue
en charge de l'intégration sociale, Karine Lallieu, oui. Exactement, et au niveau des Sami communes. Mehdi, qui est le secrétaire d'État à l'immigration. Voilà, donc la discussion est toujours en cours. C'est mon souhait, évidemment, parce qu'à un moment, il faut pouvoir permettre... qu'on puisse avoir accès au revenu d'intégration sociale. Bien sûr. Ouais. Je vous pose cette question parce que c'est la NVA qui a sorti cette question-là en disant ce revenu d'intégration sociale, on devrait le réserver à ceux qui n'ont pas de logement, mais ceux qui sont logés, ils ne devraient pas avoir le droit à ce revenu d'intégration sociale. Et puis on pourrait peut-être créer un revenu d'intégration sociale bis qui serait un demi-revenu pour les réfugiés. Ce débat, donc, il vit toujours au gouvernement fédéral. Ce débat est toujours en cours. C'est une différence d'appréciation francophone-flamand ? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une différence d'appréciation opposition-majorité, dans un premier temps. Je pense qu'il y a une dynamique qui est différente entre l'approche migratoire, entre le côté francophone et néerlandophone du pays. Ça, c'est fréquent, malheureusement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est quand même un grand virage dans l'approche en matière de migration, c'est qu'on a décidé de donner leur chance à ces personnes, de les accueillir à bras ouverts et de leur permettre de s'intégrer ici. Donc les personnes ukrainiennes qui viendront chez nous vont pouvoir travailler directement. Et ça, pour moi, c'est essentiel pour leur permettre de s'intégrer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Oui, donc, mais ça, c'est une décision prise par l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, même si la Belgique, a souhaité cette décision. Oui, est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir la même politique avec tous les réfugiés ? Parce que c'est ça aussi qui est débattu dans l'opinion publique et qui fait penser qu'on a une forme de politique à deux vitesses, suivant qu'on est ukrainien, donc européen et blanc, ou qu'on vient de Syrie ou d'Irak ou du Soudan ou d'Afghanistan et qu'on n'est pas soumis tout à fait aux mêmes règles et qu'on a moins de facilité. Vous comprenez cette perception ? Je comprends l'indignation par rapport à cet état de fait. Moi, ce que j'ai envie de relever dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'Union européenne est en train de démontrer qu'elle est capable de solidarité, qu'elle est capable d'avoir une approche différente en matière de migration, en matière d'accueil. Aujourd'hui, on va déployer des moyens énormes qu'on n'a jamais déployés auparavant pour accueillir des personnes qui fuient la guerre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître ce changement de cap et se dire que c'est peut-être un nouveau paradigme en matière de migration qui s'ouvre pour d'autres situations qui se présenteraient à l'avenir. Oui, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire avec les Ukrainiens, on pourrait l'appliquer demain, par exemple, aux Syriens, aux Irakiens qui arrivent, ou d'autres zones de conflit qui arrivent en Belgique. C'est une possibilité qui est ouverte. Maintenant, la directive de protection temporaire, ça remplit quand même des conditions très strictes en matière de conflits armés, gros groupes de population déplacées, etc. Mais pour moi, c'est une possibilité qui est ouverte. Alors, vous êtes secrétaire d'État en charge aussi de l'égalité des genres, et la Chambre, donc le Parlement fédéral, vient de voter une réforme du Code pénal pour tout ce qui touche à la sexualité. Ça va réellement mieux protéger les victimes de violences sexuelles ? Alors cette réforme du droit pénal en matière de violences sexuelles, elle était indispensable. On a un code pénal qui date de la fin du 19e siècle, avec une conception hyper vieillotte de la conception des violences sexuelles, de l'approche en matière de viol et de rapport homme-femme, exactement. Et donc ici, pour moi, la pierre angulaire de ce changement, c'est la notion de consentement qui est au cœur de la réforme. Donc on a inscrit noir sur blanc la notion de consentement dans le code pénal et le viol il y aura viol lorsqu'il n'y a pas consentement. Donc dès qu'il n'y a pas de consentement, c'est du viol. Voilà, et exactement. On précise que le consentement n'est pas possible dans un certain nombre de situations, sous l'effet de l'alcool, de la drogue, et que même le fait de garder le silence, ça ne peut pas être considéré comme un consentement. Exactement. Donc ce qui change complètement la logique par rapport à la situation précédente. Il fallait démontrer qu'on n'avait pas... C'était une limitative, en fait. Donc il y avait viol, il n'y avait pas consentement lorsqu'il y avait eu usage de la ruse, de la menace, de la force. Ça reste, hein ? Ça reste, mais la première phrase dit qu'il n'y a pas consentement. Le consentement ne peut pas être déduit de l'absence de résistance de la victime. Et là, on permet à tout un tas de victimes de violences sexuelles d'être reconnues en tant que victimes. Parce que dans la définition précédente, elles en étaient exclues alors qu'elles avaient un ressenti, un état de fait de viol, mais qui n'était pas reconnu par cette définition. Et s'il y a une latitude beaucoup plus grande pour le juge, pour identifier ou pas si on peut parler de viol. Ouais, et on pourra avoir aussi des peines plus lourdes de prison. Ce sera 10 à 15 ans de prison au lieu de 5 à 10 ans, jusqu'à 20 ans si la victime est mineure, jusqu'à 30 ans si elle a moins de 15 ans. Justement, si on pourrait parler de majorité sexuelle, elle reste à 16 ans. D'autres États membres de l'Union européenne ont fait le choix de la mettre plus bas à 14 ans ou 15 ans.
il y a quand même beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes qui à 16 ans ont déjà eu une première expérience sexuelle. On est d'accord. Donc ça a fait l'objet de nombreux débats. Finalement, on a maintenu la majorité sexuelle à 16 ans, mais avec une zone entre 14 et 16 qui permet des rapports sexuels avec une personne majeure de plus de 4 ans de plus qu'elle. Et donc ça, c'est une possibilité qui est ouverte, mais on a voulu maintenir le 16 ans comme une balise. Donc c'est 3 ans, je pense, d'écart d'âge. Et donc si on est au-delà des 3 ans, ça reste par contre quelque chose de... Ça a été parfois 4, parfois 3. Donc, quelque chose de répréhensible. Ouais. Un mot sur la prostitution. Bon, on sait qu'en Belgique, elle n'est pas interdite. La prostitution, c'est le proxénétisme qui l'est. Il y a une reconnaissance... c'est interprété comme une reconnaissance de la prostitution, ce nouveau code pénal sexuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui change? La prostitution devient légale? Ça va protéger le travailleur ou la travailleuse du sexe? Donc ici, on ouvre la porte à une meilleure protection sociale des personnes qui vivent de la prostitution. Auparavant, on était dans un flou, et en fait, ces personnes n'étaient pas en capacité de défendre leurs droits face à leurs exploitants ou face à d'autres personnes avec qui elles étaient en contact. Par exemple, je loue un carré pour ma prostitution, on pouvait mettre un terme à mon bail. Je n'étais pas protégé comme un autre locataire ou comme un autre commerçant. Exactement. Ouais. Il n'y avait pas la possibilité non plus de toucher des allocations sociales en cas lorsqu'on quitte la profession ou pour toucher une pension, par exemple, parce qu'on ne cotisait pas. Et donc ici, on donne une protection, on ouvre la porte à une protection sociale de ces personnes, tout en continuant à maintenir une infraction dans le chef du proxénétisme. Donc la traite des êtres humains et le proxénétisme, ça reste une infraction. Ça reste une infraction et on maintient des outils pour pouvoir continuer à poursuivre ces infractions. Mais ici, on ne voulait plus faire reposer un poids sur les personnes qui se prostituent elles-mêmes et leur permettre d'avoir accès à des droits, c'est la moindre des choses. Merci Sarah Schlitz. Merci à vous. Vous êtes la secrétaire d'État du gouvernement fédéral en charge de l'égalité des genres et de l'égalité des chances et de la diversité.